bonjour à tous. Bien écoutez, en introduction, quand Patrick m'a demandé de faire cette communication, il m'a demandé de faire un mix assez large, donc balayer le sujet du thème ferroviaire un petit peu en introduction cette semaine, hein, sachant qu'il y aura d'autres déclinaisons, d'autres débats autour du ferroviaire. Donc le but de cette communication, il est triple. C'est d'abord d'observer les héritages sur lesquels on est assis, sur lesquels on repose, parce qu'en quelques dizaines d'années, on a conçu un système où le rail n'est pas favorisé, je le dis d'emblée, et aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur ce qu'il faut changer, mais il y a ce poids des héritages, hein, qui est important à prendre en compte. Donc, je voulais qu'on revienne sur cet aspect pour réfléchir d'où l'on vient. Ensuite, le rail, il a un domaine de pertinence, il répond à des enjeux, et donc il faut rappeler ces enjeux, montrer là où il est important, là où il peut être intéressant. Évidemment, comme tous les autres modes de transport et de mobilité, de déplacement, ce n'est pas une panacée, le rail. Il ne faut pas le voir comme la solution unique. Et puis ensuite, il a des perspectives d'avenir. Et donc, ces perspectives, on va les explorer, on va voir quels peuvent être les différents axes de progrès. Voilà, donc trois parties à cet exposé. Alors d'abord, je reviens sur le poids des héritages, et on peut dire qu'en 70 ans, c'est-à-dire des années 50 à aujourd'hui, le rail a subi des évolutions considérables, et donc avec, de manière sous-jacente, une évolution du réseau. Alors d'abord, je pars de 1900, des années 50, donc où on a un réseau qui est extrêmement bien maillé. La France est extrêmement bien desservie, même si depuis les années 30, il y a eu des lignes fermées, mais on a un réseau bien maillé pour les voyageurs, bien maillé pour les marchandises, et très peu de territoires sont à moins d'une dizaine, une quinzaine de kilomètres d'une gare. Et donc, c'est quelque chose d'important de voir cet état préalable. On y reviendra tout à l'heure, mais vous voyez qu'on a une carte française qui laisse peu de vide, tout compte fait, et où les villes, y compris les villes petites, moyennes, sont bien desservies. Les campagnes également sont maillées avec des voies ferrées. C'est la carte de droite qui desservent tout un tas de petites gares où il est possible de faire du fret. Alors, dans ces années 60 également, le chemin de fer n'est pas immobile, on modernise les axes lourds, et notamment il y a des grands programmes d'électrification pour économiser l'énergie, parce que c'est un sujet ancien, l'énergie, on en a beaucoup parlé, mais on passe du charbon à l'électrique, hein, donc le rail est en ce domaine assez précurseur, si l'on peut dire, et donc ces grands programmes d'électrification, et notamment tout le nord-est qui apparaît en rouge, donc pour tout ce qui est transport pondéreux, et donc économiser au maximum l'énergie et produire quelque chose de propre, même si on ne l'exprime pas à l'époque en ces termes. Alors, parallèlement, il apparaît plusieurs concurrents à ce rail, et notamment l'automobile. Alors, l'automobile, c'est une évolution très, très rapide. À partir des années 50, on a une évolution du parc automobile que vous voyez là qui décolle, puisqu'on a à peu près 5 millions d'automobiles en 1960, et on va en avoir plus de 10 en 1970. Hein, donc, on a une croissance, et vous voyez sur le graphique de droite, là, une croissance très forte annuelle du parc. Donc, on décide politiquement, et j'insiste là-dessus, d'équiper les ménages avec un argument que la voiture, c'est l'émancipation, c'est la liberté, et la voiture, c'est aussi une appartenance sociale. Plus on a une grosse voiture, plus on est quelqu'un. C'est quelque chose qui peut demeurer aujourd'hui dans l'esprit de certains. Et donc, on a toute cette politique avec l'installation d'usines automobiles en France, etc., toute cette politique qui est bien désirée et qui est bien souhaitée. Et donc, évidemment, la conséquence, c'est le trafic sur les routes. C'est le graphique du bas. Vous voyez, le trafic augmente de manière considérable sur des routes qui datent de l'époque napoléonienne.
Donc, on a un trafic routier, vous voyez ce que ça peut donner, hein, ces routes que vous connaissez tous, bordées de platanes, avec des carrefours non aménagés, etc. Donc, très vite, les pouvoirs publics vont imaginer de modifier ce système routier, mais de le modifier de manière planificatrice. C'est-à-dire qu'on va très vite mettre en place ce qu'on appelle des schémas directeurs, donc des schémas directeurs des liaisons routières pour les routes, puis pour les autoroutes. Donc, vous voyez ces deux schémas et leurs résultantes. On crée un maillage de routes réaménagées avec des contournements urbains et d'autoroutes. Alors, ça va mettre longtemps à se mettre en place. Certains disent même aujourd'hui que ce n'est pas encore achevé. On pourrait en discuter, mais en fait, ça va mettre 50 ans à s'achever, mais ça a bien été planifié, désiré par le pouvoir politique de l'époque, et les gouvernements qui se sont succédés ensuite ont continué ce plan de la fin des années 60. C'est quelque chose d'important de se dire qu'on a bien planifié aujourd'hui tout le réseau automobile, tout le réseau routier, autoroutier, tout le parc automobile, c'est quelque chose qui a été voulu, qui a été souhaité. Donc voilà un exemple d'une autoroute avec les critères de l'époque, avec des chaussées en béton, avec des terre-pleins très larges, peu d'aménagements comme on les connaît aujourd'hui. Et puis, deuxième type de concurrence, l'aérien. L'aérien, on va considérer que l'avion, c'est le bon outil pour desservir le périmètre français, l'Hexagone, et donc on va créer des schémas directeurs aéronautiques exactement sur le même modèle que les schémas routiers, donc avec la construction d'aéroports, d'aérodromes, alors avec deux axes, l'aviation d'affaires et l'aviation intercités, si je puis dire, et donc avec des aéroports dans des destinations, dans des lieux qui pourraient vous paraître aujourd'hui un petit peu étonnants, hein, comme Orléans ou comme Amiens, etc., donc qui vont resservir après à d'autres usages. Mais là, c'était bien l'idée de connecter les villes françaises entre elles et de les connecter à Paris. Alors très vite, on va lancer des lignes aériennes régionales dans tous les sens. On peut imaginer qu'à l'époque, il y avait des Mende, Le Puy, Clermont, Paris, donc avec, on pourrait dire, des avions omnibus, et donc des liaisons qui vont fleurir un peu partout dans l'espace français, et évidemment qui vont apporter une concurrence aux liaisons ferroviaires, et notamment pour la clientèle d'affaires, qui est une clientèle très rémunératrice du chemin de fer, puisqu'elle voyage en principe en première classe. Donc, une situation qui évolue très, très vite entre la fin des années 60 et le début des années 70. Alors, vous voyez ici, j'ai mis l'exemple de petites compagnies comme Air Rouergue ou les compagnies comme Air Inter qui assuraient des vols donc intérieurs. Et puis, dans tout ça, évidemment, le ferroviaire, on va mettre en place un plan de démantèlement. On le voit comme un mode du passé, un mode désuet. Donc, on va démanteler une grande partie des lignes, mais là aussi de manière voulue. Le gouvernement les gouvernements qui succèdent la fin des années 60 planifient 5000 km de fermeture de lignes. Le ministre de l'époque s'appelle Jean Chamand, c'est lui qui fait ça. Et il y a un tel tollé des élus locaux qu'en finale, 2500 km seront fermés. Mais vous voyez qu'on crée des grands espaces qui sont en rouge. Alors, la carte, elle va de 45 à 99, mais l'essentiel s'est fait à cette période, fin des années 60, début des années 70. Et donc, on va retrancher de zones entières les voies ferrées. Donc, on peut voir par exemple le centre de la Bretagne ou le centre du bassin aquitain, beaucoup dans l'Est aussi. Et donc, un certain nombre de petites villes sont privées de chemin de fer. Alors, il ne faut pas imaginer que c'était des lignes où il n'y avait plus personne, que c'était des trains qui roulaient vides. On a des lignes qui ferment alors qu'elles transportaient 200 ou 300 voyageurs par jour. Donc, c'est bien là aussi un souhait planificateur du gouvernement de faire disparaître ce système ferroviaire local. Et puis, donc, on passe après
à des aménagements qui sont de plus en plus offensifs en matière routière, donc des aménagements routiers à Paris, dans les grandes villes et en périphérie des grandes villes. Je pense que certains ont en tête le discours du 18 novembre 1971 de Pompidou, du président Pompidou, et je vous le cite, il dit « Il y a un certain esthétisme auquel il faut renoncer, et ce n'est pas parce que l'on empêcherait les voitures de circuler qu'on rendrait les villes plus belles. La voiture existe, il faut s'en accommoder, et il s'agit d'adapter la ville à la fois aux habitants et aux nécessités de l'automobile. » Donc, en fait, c'est un discours très offensif en matière d'automobile. Et donc, on va jusqu'à complètement déstructurer les villes. Je vous montre l'exemple de la presqu'île à Lyon avec la place qui est devant Lyon-Perrache, qu'on a remplacé tout simplement par un nœud autoroutier. Et donc, on va très loin dans ce système routier et on continue cette idée du démantèlement ferroviaire. Alors, je vous montre un exemple clermontois aussi, le fameux viaduc avec une vue de l'époque. Et on continue cette idée de démantèlement ferroviaire. Donc, on confie à Pierre Guillaumat, qui est un ingénieur des pétroles, et c'est assez symbolique, je crois, de le rappeler. Donc, il a été PDG de l'Union Générale des Pétroles, il a été le premier président d'ELF, etc., etc. On lui confie un plan de démantèlement des grandes lignes françaises qu'on appellera plus tard le plan Guillaumat. Et donc, ce plan Guillaumat, c'est 49 gares et Paris. Et donc, vous voyez la carte. Donc, on enlève, on retranche. L'idée est de retrancher tout ce qui n'est pas dans ce périmètre. Donc, c'est extrêmement offensif et extrêmement planifié. Alors, je vous ai mis à gauche la couverture du rapport Guillaumat, où il détaille la logique de tout ça. Il dit que le chemin de fer, c'est du passé, et qu'en gros, il faut s'en débarrasser. Et donc voilà pour cette idée. Et puis arrive le choc pétrolier avec très vite l'idée qu'on gaspille du pétrole, vous vous souvenez peut-être du Gaspille ou de Bison Futé, et donc il faut faire autrement. Alors ça a un mérite immédiat, c'est que ça gèle les fermetures de lignes, ça gèle le plan Guillaumat, et donc on commence à se dire dans ces années 73, 74, 75 qu'il faut peut-être faire autrement et qu'il va falloir peut-être commencer à réfléchir à autre chose. Alors, pendant tout ce temps, je dirais que la SNCF n'est pas restée sans rien faire et elle a un petit peu en régie, un petit peu toute seule, expérimenté des hautes vitesses et ça a été le fait plutôt d'un groupe d'ingénieurs internes à l'entreprise qui s'est dit non, il faut combattre cette idée de faire disparaître le réseau. Donc, on a des idées, on va essayer de créer un nouveau système. Et le nouveau système, c'est les hautes vitesses, c'est la grande vitesse. Donc, la SNCF, et avec un constructeur qui s'appelle Alstom, ont expérimenté depuis la fin des années 60 ces hautes vitesses. Et donc, en fait, quand arrive le choc pétrolier, ils sont prêts à proposer quelque chose et ils sont prêts à proposer au gouvernement une solution alternative qui pourrait permettre de moderniser le train. Et évidemment, cette solution, c'est celle que vous connaissez tous, c'est le TGV. Donc, en fait, c'est intéressant de voir que à l'intérieur de l'entreprise SNCF, certains ont continué à croire au train et que les gouvernements qui se sont succédés ont repris les idées proposées par la SNCF. Et ce n'est pas donc à un moment une idée politique qui a été mise en œuvre, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt un lobby d'ingénieurs qui est allé voir le politique. Donc, 1974, très vite, le gouvernement est convaincu qu'on peut lancer la ligne nouvelle numéro 1 de Paris à Lyon. Et là, on a un vrai basculement parce que on s'engage vers une première ligne expérimentale qui va devenir après un réseau à grande vitesse. Et puis ce basculement,
il a d'autres effets. Le premier effet, c'est le renouveau des dessertes classiques, où on commence à introduire du nouveau matériel, les trains corail que vous connaissez, les turbotrains. Donc, on remet à niveau les liaisons transversales avec une offre importante et une offre modernisée. On commence aussi à penser aux omnibus, qu'on appelle à l'époque les omnibus, et les idées vont cheminer pour s'acheminer vers les TER. Alors, ça va être des phases progressives qui vont aller de 1980 à 2000, qui vont suivre un petit peu les processus de décentralisation. Et donc, petit à petit, on va donner aux régions un pouvoir accru et donc on va redonner un second souffle aux liaisons régionales avec évidemment des fermetures de lignes qui sont maintenant beaucoup plus réduites, voire complètement arrêtées à certaines périodes. Donc voilà pour ce bref aperçu. Et vous voyez qu'il est important de se rendre compte comment on a été dans certains extrêmes et comment on a basculé en fonction de circonstances économiques. Et peut-être c'est important d'en conserver la leçon, hein, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on arrive à de gros problèmes au niveau de l'énergie et d'autres problèmes. Et donc, peut-être il faut arriver à anticiper ces basculements et éviter de prendre des décisions dans l'urgence. Alors, le point 2 sont les potentialités du rail. Donc, je souhaite ici reprendre un petit peu différentes potentialités que possède le rail et autour de différents axes. Alors d'abord, on a beaucoup parlé d'énergie ce matin, mais il ne faut pas réduire la mobilité à l'énergie. Il y a beaucoup d'autres choses qui font que tel ou tel mode est pertinent. Et donc, je veux balayer cela en fonction de ces différentes entrées. D'abord, le train est sûr. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que l'accidentologie, ça a un coût sociétal. Et donc, si on regarde le nombre de tués par milliard de kilomètres parcourus, vous voyez qu'on a l'avion, évidemment, qui est très sûr, puis le train, puis l'autocar, puis la voiture. Mais vous voyez que la voiture, on est à 3,14 morts au niveau européen, alors que le train, on est à 0,13 morts. Donc, c'est un facteur important hein, dans les coûts et puis, bon, évidemment, dans le risque pour la population. Ensuite, il est rapide. Il est rapide, c'est le mode terrestre le plus rapide, que ce soit pour la grande vitesse, mais aussi pour les dessertes intercités, pour les dessertes régionales et même pour le fret. On peut rouler à 120 avec un train de fret, donc c'est quelque chose qui est important. Il est peu polluant pour le fret et pour les voyageurs. C'est le transport terrestre qui est le plus intéressant de ce point de vue-là, mis à part, bien sûr, si on fait du vélo ou si on marche à pied, mais le transport terrestre motorisé. Et donc, il est peu polluant, et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter, et souvent, c'est l'argument qu'on met en avant, mais il va bien avec les autres. Ensuite, il est social, et dans le développement durable, on a bien les aspects sociaux, économiques et environnementaux, et ça veut dire que le train, on peut faire des tarifs modulés, on peut adapter à certaines populations défavorisées. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir une réduction, une tendance à la réduction des inégalités, ce qui n'existe pas, par exemple, avec la voiture, hein, puisque l'acquisition d'une voiture, c'est quelque chose qui coûte cher. Et évidemment, plus vous avez un budget limité, plus c'est difficile. Il est également capacitaire. C'est le transport terrestre qui a le plus de capacité d'acheminement des personnes et des biens. Hein, donc, vous voyez ici l'exemple de la LGV Paris-Lyon, hein, et par rapport à une autoroute hein, uniquement dans un sens. Et puis, il est économe d'espace. On a beaucoup parlé d'énergie ce matin, on n'a jamais parlé d'espace, et je crois que c'est un des gros problèmes du transport, c'est la consommation d'espace. Aujourd'hui, on est en train de consommer un espace considérable en France et partout ailleurs en Europe et dans le monde. Et donc, cet espace, c'est au détriment d'espaces naturels, au détriment d'espaces agricoles. Et donc, vous voyez qu'une autoroute à 2 fois 3 voies, c'est 35 mètres, une LGV, c'est 15 mètres.
C'est quelque chose qui est assez simple à comprendre. Et sur la droite, j'ai mis l'évolution des surfaces artificialisées et en regard de la population de France métropolitaine. Donc, vous voyez que ces surfaces artificialisées augmentent beaucoup plus vite que la population. Autrement dit, on gaspille l'espace et une grande part est dédiée au transport. Donc, ça veut dire qu'il faut être économe d'espace et on ne l'est pas. La voiture n'est pas économe d'espace, c'est tout le contraire. Et donc c'est important de rappeler cela. Donc, vous voyez, je tiens beaucoup à comparer les modes, pas uniquement autour de l'énergie, mais autour de toutes ces entrées-là, parce que c'est comme ça que l'on peut avoir un aperçu correct et une comparaison correcte entre ces modes. Alors ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut monétariser ces externalités, et quand on monétarise ces externalités, eh bien, on obtient un coût externe moyen pour passager ou pour fret en euros pour 1000 passagers kilomètres ou en euros pour 1000 tonnes kilomètres. Et donc là, on voit que si on prend en compte les accidents, la pollution de l'air, la contribution au changement climatique, le bruit, l'atteinte à la nature et au paysage, etc., et la production de CO2, etc., eh bien, on voit que le rail, que ce soit pour le fret ou que ce soit pour les voyageurs, eh bien, est le plus performant par rapport à ces externalités. Donc, c'est celui qui porte le moins atteinte à la planète. Alors, ensuite, autre argument, on a un réseau, je suis parti tout à l'heure des années 50 du maillage du réseau, on a un réseau qui est encore bien maillé et la France a encore un réseau qui est relativement dense et donc qui est à valoriser parce qu'il n'est pas utilisé de manière homogène et donc il y a un potentiel de réseau qui existe, qui est là et sur lequel on peut s'appuyer. Alors maintenant, point 3, quelles orientations de relance peut-on faire? D'abord, le développement du réseau, que ce soit pour les voyageurs ou pour le fret. Alors, on met souvent en avant des lignes nouvelles à grande vitesse. On a beaucoup construit dans les années 90-2000 des lignes à grande vitesse. Aujourd'hui, on a une approche un petit peu différente, qui est une approche qui se rapproche de ce que font les Allemands, c'est-à-dire des shunts, un système de shunt et de mixité, des lignes nouvelles qui évitent les points durs et les points noirs du réseau, et des lignes nouvelles qui permettent à la fois d'acheminer du fret et des voyageurs, ce qui n'était pas le cas des premières lignes nouvelles qui n'acheminaient que des voyageurs. Et donc, je vous montre l'exemple de PACA, et donc où on a un développement un petit peu intégré. Vous voyez qu'on mélange des barreaux de lignes nouvelles, des aménagements pour les TER, des contournements de points noirs. Et donc, peut-être que ça, c'est une approche intéressante et assez novatrice qu'il faudrait multiplier sur le territoire. Ensuite, autre élément de développement sont les corridors de fret. Alors, à l'échelon européen, il y a un schéma de ces corridors. Beaucoup de pays poussent pour que ces corridors soient développés. Je vous ai mis un exemple qui est porté par les Espagnols, hein, qui, on le voit bien, qui, eux, cherchent à étendre leur réseau vers l'Europe centrale. Et donc là, ce système de corridors de fret, il y a probablement des leviers de développement très importants. Aujourd'hui, le fret est réduit à une part extrêmement faible et on voit bien qu'il y a une grande capacité, une grande possibilité de développement. Alors après, ça, c'est pour un petit peu ce qui est nouveau. Et puis, il reste le réseau classique. Le réseau classique, il faut s'en occuper. Certains ont dit qu'il avait été trop délaissé et peu entretenu pour se concentrer uniquement sur le TGV. Ce n'est pas totalement vrai, mais bon, il y a de toute façon des améliorations à faire. Et en fait, une grande partie du réseau classique, si l'on considère les possibilités des lignes classiques, peut faire l'objet de relèvements de vitesse. Alors, en fait, la SNCF étudie à plein d'endroits ces relèvements de vitesse qui sont générateurs de gains de temps.
Et donc, évidemment, les études sont faisables, il y a souvent des minutes à gagner et on pourrait parler de tout un tas de liaisons où il y a un potentiel de relèvement, alors par amélioration de l'armement de la voie, par ripage des courbes, etc. Et puis, on peut aussi reprendre cette idée qu'on a sur les LGV, mais sur les lignes classiques, d'adaptation de tracés avec des barreaux nouveaux, ce qu'on appelle des shunts. Alors, je vous mets l'exemple là entre Vichy et Roanne, hein, un exemple de shunt qui avait été étudié à un moment, donc qui permettent de contourner les points durs du réseau classique et qui permettent évidemment d'améliorer la vitesse, de raccourcir éventuellement la distance. Et puis, une autre possibilité, c'est l'amélioration des capacités, parce que si on recherche un transfert modal, très vite, on va arriver à une saturation du réseau, donc il faut anticiper ces capacités. Donc aujourd'hui, on assiste à des doublements, triplements, quadruplements de voies. Par exemple, c'est le cas entre Marseille et Toulon actuellement. Et puis, le passage à une signalisation moderne sur beaucoup de sections qui est plus permissive, autrement dit, qui permet de faire passer beaucoup plus de trains par heure. Autre possibilité, autre levier, le remaillage régional. On a vu que dans les années 70, beaucoup de lignes avaient été fermées. Aujourd'hui, certaines lignes correspondent à des véritables besoins pour les populations, et donc notamment tout ce qui se trouve dans des zones denses, dans des zones de population dense, dans des régions peuplées ou qui relient des villes qui ont pris de l'importance, qui se sont développées. Alors, certaines sont effectives. Il y a eu des réouvertures depuis une dizaine d'années. Je vous ai mis l'exemple d'Avignon-Carpentras. Alors, souvent, c'est des réouvertures avec reconstruction complète de la voie, des gares, etc. Et puis, avec un niveau de service très intéressant, avec des fréquences élevées, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis, il y a aujourd'hui une trentaine de lignes à peu près au niveau français qui sont à l'étude. Alors, certaines sont très, très avancées, d'autres le sont moins. Je vous ai pris l'exemple d'une qui est assez avancée, c'est la réouverture de la ligne de rive droite du Rhône qui est poussée par la région Occitanie. Et puis, ensuite, l'axe du matériel. Alors, le matériel, c'est plusieurs choses. C'est le confort, bien sûr, des usagers. C'est aussi la capacité pour pouvoir augmenter, transporter plus de monde. Pas forcément transporter plus vite, parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on avait atteint des niveaux, on roule à 320 km/h pour des TGV, aller plus vite, c'est possible, mais ça coûterait cher en énergie pour des gains de temps qui ne sont pas très importants. Et donc, la recherche des très hautes vitesses en exploitation courante, ce n'est pas forcément un axe de développement très intéressant. Et donc, c'est quelque chose qu'on a un petit peu laissé de côté pour favoriser des rames plus économes en énergie, et ce sera le cas des nouveaux TGV, plus confortables, et avec, pour les zones non électrifiées, des nouvelles motorisations, par exemple le train à hydrogène, mais c'est le sujet de cet après-midi, donc je ne vais pas le développer. Donc, des rames plus légères, moins consommatrices d'énergie, plus capacitaires et plus confortables. Alors là, je vous ai mis 3 exemples, hein, le nouveau TGV, le nouveau train grande ligne qui va être utilisé sur Paris-Clermont d'ici 2 ans et un autorail à hydrogène Coradia. Et puis, autre perspective, ce sont les nouveaux entrants. Alors, il y a une directive européenne qui s'appelle la directive 91/440, donc, qui a autorisé à la fois la gestion du réseau indépendante de l'exploitation du réseau et donc des exploitants multiples, et donc qui a mis en musique la possibilité de concurrence par rapport à des opérateurs historiques. On retrouve ça dans tous les domaines, on retrouve ça en téléphonie, par exemple, etc. Et donc, aujourd'hui, ces opérateurs, ils sont là, ils sont en train de monter en puissance. Alors, par exemple, la grande vitesse est présente, donc les Espagnols et les Italiens
commencent à opérer des trains dans l'espace français. Je vous ai mis l'exemple d'un train italien qui va faire des trajets Paris-Lyon. Ils vont être présents en région avec des compagnies comme Transdev qui vont répondre aux appels d'offres des régions et éventuellement se voir confier différentes sections de lignes ou différents types de prestations. Des entrants sur des intercités, et avec un tout jeune opérateur qui est Railcoop, et donc qui a pour souhait de remailler l'espace français avec des liaisons transversales, et notamment Bordeaux-Lyon pour commencer, et puis des entrants pour le fret, avec des compagnies souvent européennes qui opèrent des trains de fret un petit peu partout dans l'Hexagone. Et puis enfin, de nouveaux domaines de pertinence. Alors, ce n'est pas une invention, c'est plutôt un retour, c'est celui des trains de nuit, où l'idée, c'est de voyager lentement, d'avoir le temps de dormir avec du matériel confortable, et donc ça redessine un espace européen. Là, on prend l'exemple d'un train de nuit qui partirait de Paris, et vous voyez qu'on dessert quasiment toute l'Europe en une nuit. Et donc, ça veut dire voyager quand on dort, éviter des coûts d'hébergement, d'hôtel, etc. Voyager plutôt lentement, donc économiser l'énergie, et donc avoir une démarche durable dans son déplacement, et notamment au regard de ce qu'on pourrait faire en avion. Et puis, également, des améliorations fonctionnelles. Aujourd'hui, beaucoup de collectivités travaillent sur des pôles d'échange intermodaux, que ce soit des pôles voyageurs ou des pôles fret. Et donc, je vous ai mis l'exemple de Sarreguemines, où on voit autour du pôle d'échange tout le montage financier. C'est ce qui est intéressant, voir tout ce monde qui a participé et qui est inclus dans la démarche. On voit toutes les collectivités qui sont là, la SNCF, Via Gare et Connexion, etc. Deuxième axe, le cadencement horaire. Le cadencement horaire, ça veut dire des fréquences élevées et des correspondances faciles, aisées, tout au long de la journée. Et enfin, des conditions tarifaires. Alors, aujourd'hui, on dit souvent, et les jeunes le disent beaucoup, le train est trop cher, et donc ça veut dire que que les coûts du train soient abaissés. Et on peut prendre l'exemple allemand où l'État allemand, le gouvernement allemand, dans son grand plan ferroviaire d'ici à 2030, a un volet baisse des tarifs, et donc subventionnement des tarifs pour rendre le train accessible à tous. Alors voilà un petit peu tous les axes que je voulais explorer. Donc on voit que c'est complexe, que ces axes sont multiples, et donc qu'il va falloir tout faire en même temps. Et ça, c'est quelque chose de complexe, mais la mise en œuvre de ces différents axes, elle réside d'abord dans des choix politiques de transition vers un système de transport plus durable, et aussi elle réside dans des financements. Et on constate qu'aujourd'hui, les projets qui émergent, ils ont tous un point commun, c'est la volonté des acteurs d'agir ensemble et de financer ensemble. Donc, ça veut dire que quand sur un projet, on a l'État, la région, les départements, les agglomérations, souvent on a cet alignement des planètes qui est un véritable accélérateur pour faire aboutir le projet. Et il faut se dire que beaucoup de collectivités aujourd'hui sortent de leurs prérogatives. Donc, c'est-à-dire que même si elles n'ont pas le ferroviaire en charge, elles financent quand même pour organiser cette transition vers le développement durable, parce que beaucoup ont compris que le train peut devenir un pivot du système de transport. Voilà, je vous remercie.